Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce dimanche 2 novembre. Trésor des lagons polynésiens, le Rori séduit désormais les laboratoires de cosmétiques et de nutraceutiques. Ici au Fénois, la société Tahiti Marine Biotech mise sur son élevage et sa transformation. Un projet innovant à découvrir dans notre édition. Sport, culture et engagement au programme du Toréamouve. À quelques jours de l'ouverture, les préparatifs battent leur plein à Veirao. Près de 1500 jeunes venus de tout le Fénois sont attendus pour cette 7e édition. Nous rejoindrons dans un instant notre journaliste Tauhiti Tonio-Moussan en direct sur place. Des lueurs dans la nuit et des familles rassemblées autour des tombes. Comme chaque année, le Turamara'a a illuminé les cimetières du Fénois. Un moment de souvenir et de communion autour de la mémoire des défunts. Et nous reviendrons sur cette tradition avec notre invité, le catéchita Hirofa Afatua de la paroisse Sainte-Trinité de Pirée. Et comme tous les dimanches, ne manquez pas votre rubrique sport avec Oriano Tefau, de quoi faire le tour d'horizon de l'actualité sportive du Fénois, de la pétanque à la voile en passant par le volleyball, le crossfit et un point santé sur le padel. Elle est aujourd'hui devenue un véritable trésor dans la cosmétique, mais pas seulement. Le Rori séduit désormais les laboratoires de beauté et de santé. Ici au Fénois, la société Tahiti Marine Biotech élève et transforme cette ressource depuis plusieurs années. Un projet innovant en pleine expansion, découverte avec Jeanne Tinoroa sur les images de Davidson Bennett. C'est ici, dans ces parcs du lagon de la Presqu'île, que grandissent les précieux Rori, des holoturies endémiques à la Polynésie. Deux espèces sont élevées, le Rori blanc et le Rori noir, originaires de Veirao, de Tautira et du lagon de Rimatara. Un élevage minutieux mené par Hitiari. Il passe 2 mois en écloserie et ensuite 4 mois en bassin en terre, en nurserie. Et ensuite on atteint une taille à peu près de 10 à 20 grammes et c'est là qu'ils sont transférés ici. Le Rori titi noir, il vient de Rimatara. C'est une espèce qu'on a fait venir parce qu'en fait, à une période de l'année, les blancs ne pondent plus. Les noirs pondent justement et du coup, ça nous fait une production pour toute l'année. C'est dans ce laboratoire que se joue la partie la plus innovante du projet. Hereora et Kahaya y transforment les sécrétions naturelles du Rori pour créer des gammes de produits cosmétiques et nutraceutiques, des procédés brevetés conçus localement et sans cruauté animale. Pour le complément alimentaire, on travaille directement sur la chair du concombre de mer. Pour la cosmétique, donc on a un procédé qui a été breveté et ce procédé nous permet d'extraire des molécules qui sont sécrétées par les concombres de mer. Donc sans avoir à sacrifier l'animal, les récupérer en solution qu'on va ensuite filtrer et traiter pour ensuite récupérer une poudre fine qui sert d'ingrédient de base pour la cosmétique. L'aventure Tahiti Marine Biotech trouve son origine dans l'expérience personnelle de son fondateur, Auguste Buluc. Une histoire à laquelle sa fille Kahaya, ingénieure en bâtiment de formation, a choisi de se joindre. C'est mon papa qui a eu un cancer il y a 15 ans, un cancer du pancréas. Aujourd'hui, il a des troubles quotidiens qui sont incurables. Et en fait, il a accepté d'être cobaye pour des gélules à base de Rori qui lui ont permis justement de faire diminuer ses troubles glycémiques et digestifs. Et c'est comme ça que l'aventure est née. Il s'est dit, il faut faire ça à Tahiti. Aujourd'hui, les produits issus du Rori polynésien sont déjà disponibles à la vente, porteur de l'ambition d'une filière locale innovante et durable. Du côté de Veirao, la 7e édition du Toréamouve se tiendra du 4 au 7 novembre. L'événement promet d'accueillir près de 1500 jeunes festivaliers de toutes les îles dans une ambiance mêlant sport, culture et engagement. L'heure est aux derniers ajustements, comme nous l'explique Davidson Bennett. Vainqueur l'an passé, la délégation de Ho est le premier groupe de jeunes des îles à prendre possession des lieux cet après-midi. Nous avons reçu la première délégation et c'est la délégation de Ho qui ont remporté plusieurs titres sur le Toréa Warrior de l'année dernière.
Les différents sites d'hébergement et d'activités sont quasi prêts à J-2 du top départ de l'événement. À l'heure actuelle, tous les hébergements sont prêts, sont bouclés et prêts à accueillir tous les festivaliers. Et il nous reste juste à peaufiner quelques petits détails sur les sites d'activité. Une délégation de 400 jeunes des îles sous le vent est arrivée en fin d'après-midi sur Tahiti. Ils devraient intégrer leur site d'hébergement en début de soirée. Notre journaliste Tauhiti Tauniamusan est justement en direct sur place avec le directeur de l'Union polynésienne pour la jeunesse Toahere Maono. Yorana, Tauhiti, est-ce que la commune de Tairapu Ouest est prête à accueillir tous ces jeunes ? Yorana Mika, Yorana à tous qui nous regardez en direct sur Tahiti Nui Télévision. Effectivement, depuis 18 heures à peu près, c'est l'effervescence ici du côté de la commune associée de Veirao. À côté de moi se tient Tauahere Maono, vous l'avez cité, c'est le directeur de l'UPJ. Tauahere, merci d'avoir accepté de nous accorder ce petit court instant, parce qu'on imagine, vous courez de gauche à droite depuis tout à l'heure. Donc 1500 festivaliers de pratiquement tous les archipels de Polynésie. Hao est arrivé, Maupiti également. Maupiti qui signe sa première participation d'ailleurs cette année. Alors Maupiti, non, c'est sa 3e participation depuis l'édition 2022. Alors oui, on se prépare à accueillir donc 1500 festivaliers. En tout cas, c'est l'objectif que l'on se fixe chaque année. Chaque année, on atteint l'objectif parce que ça fait partie des demandes, ça fait partie de ce que les jeunes attendent. Le Tauriya Move, il est né, il trouve son essence à l'intérieur des assises de la jeunesse qui se sont tenues en 2016. Et les jeunes ont demandé des espaces, des moments où ils vont pouvoir se rencontrer. Et en fait, ça fait résonance avec le projet fédéral de l'Union polynésienne pour la jeunesse qui est celui de créer du lien et faire société. Faire société, c'est pas conceptuel. Faire société, c'est un espace, c'est mettre les moyens pour qu'ils puissent dormir, qu'ils puissent se restaurer et qu'ils puissent surtout jouer ensemble, parce que c'est ça l'objectif. Justement, pendant une semaine, ils vont pouvoir partager des moments sportifs, mais aussi des moments de découverte au sein même de la commune de Veirao. Alors oui, cette année, on s'est véritablement fixé de très très beaux objectifs. On a par exemple sur le village de Te Ahupo l'objectif de pouvoir envoyer les 1500 festivaliers sur la vague de Te Ahupo, parce que c'est ça, faire naître en tout cas faire grandir le sentiment d'appartenance. Le monde entier est allé sur cette vague et on se rend compte que des fois nos quartiers juste à côté à Fa'a ne sont pas forcément montés sur cette vague. Cette année, on s'est donné le défi de pouvoir envoyer les 1500 festivaliers sur la vague de Te Ahupo. Ensuite, on a le village solidaire qui est entièrement mené par la commune de Tairapu Ouest, qui est notre commune hôte de cette 7e édition et que je veux saluer pour son courage, pour son investissement et pour son engagement en faveur des jeunes. Alors l'année dernière, c'est Hao qui avait remporté la compétition. Cette année, il y a des équipes un petit peu plus prêtes. Ah oui, chaque année, les communes se préparent, les délégations se préparent à affronter le Tauriya Warrior. Et oui, contre toute attente, c'est l'atoll de Hao, ce petit bout de corail gorgé de soleil qui a remporté une partie du concours, puisqu'en fait le Tauriya Warrior a surtout été remporté par Aroué. Le Warrior nous vient de Aroué, mais les deux autres catégories ont été raflées par la délégation de Hao. Et Hao est venu prendre sa revanche cette année pour garder le titre. Et on verra ça le 7 novembre. Alors, Tauahere, depuis une heure et demie à peu près, on assiste à un ballet de jeunes qui arrivent. Alors ici, à l'école Poti, c'est le centre d'hébergement pour les garçons et à Te Ahupo, c'est pour les filles. Oui, puisque c'est une disposition qui a été actée par l'Assemblée générale de notre Union. Et donc oui, les garçons sont logés à Poti et les filles sont à Ahototeina. Donc, tous les hébergements, toutes les salles de classe vont être prises pendant une semaine. Comment va se dérouler finalement toute cette semaine ? Alors nous avons 3 sites, Veirao, Te Ahupo, To'ahutu, et l'organisation est faite pour que nos festivaliers puissent naviguer sur ces 3 sites. Merci beaucoup Tauahere d'avoir répondu à nos questions de ce soir et puis bon courage pour cette semaine, cette 7e édition. Voilà Mika, ce que l'on pouvait dire en direct depuis l'école de Poti ici à Veirao, où la musique, les chants, les jeunes sont tous heureux de se retrouver ensemble. C'était Tauhiti Tauniamusan pour Tahiti Nui Télévision. Merci beaucoup Tauhiti Tauniamusan et Davidson Bennett à la caméra.
La jeunesse, toujours au cœur de la transmission, direction Manihi, où la culture devient un véritable lien entre les générations. Depuis novembre, 6 habitants de l'atoll animent des ateliers pour les enfants. Danse, percussion, jeux traditionnels, autant d'activités qui font vibrer les coutumes. Un projet d'insertion par l'activité communautaire porté par l'association Tamariki Paewanui. Reportage signé Mereteato. Du GOD, les après-midi résonnent au son du Toere. Les 5 Teya et leur Tiapa, Tati Miriama, encadrent les ateliers culturels gratuits pour les enfants. L'après-midi récréative, c'est les activités avec les enfants comme le Tuaromahui, comme les échasses, le Timora 1, les baies de pierre. Deuxième activité que je fais, c'est la danse avec les petits. On nous a désignés en tant qu'animateurs culturels pendant un an. Les enfants ne payent rien, c'est juste qu'on demande l'autorisation des parents. On fait de l'art plastique, on fait de la danse, et on fait du toere, on fait la danse du feu. Ça fait un an que je fais la danse du feu. Moi j'ai bien fait la danse, c'est mieux pour les corps. C'est quoi ton activité préférée? C'est la danse, le chant et la danse du feu. Pourquoi vous êtes là l'après-midi? Pour apprendre des trucs. Et qu'est-ce que vous pensez de vos professeurs? Ils sont gentils. C'est important parce que ça nous apprend aussi quelques trucs et en même temps on s'occupe au lieu de rester chez nous. À la tête du groupe, Tati Miriama veille à la cohérence des ateliers et au lien entre les générations. Une coordination essentielle pour l'association Tamariki Paewanui. Si on ne fait rien, si on ne donne pas et si on n'a pas envie de partager, à un moment donné, ce patrimoine culturel n'existera plus. On va essayer de faire du porte-à-porte. On va essayer de frapper à la porte du gouvernement. Voilà, je vais essayer de monter encore d'autres projets pour qu'il y ait une continuité, surtout pour les enfants. À Manihi, la flamme de la culture se transmet d'une génération à l'autre. Grâce aux 5 Taya et à leur Tiapa, la relève culturelle est déjà en marche. Place aux Australes, là-bas certaines traditions défient le temps. À Reivavel, les défunts ne reposent pas dans un cimetière mais au cœur même des foyers, dans les maisons ou les jardins familiaux. Une pratique héritée du passé qui perdure encore aujourd'hui faute de terrain communal. Jessica Doucet est allée à la rencontre de 2 familles de l'île. Dans cette vieille maison bleue, Maman Denise nous accueille. Sous le carrelage, sous chaque plancher, reposent des proches partis trop tôt. Il y a mon père, le père de ma mère, ma petite sœur et ma nièce. 5 personnes, oui, sous le plancher. Des sépultures invisibles, discrètes, que seuls les membres de la famille connaissent. Lorsqu'il pleut, ils sont à l'abri, comme nous. C'est un juste retour. Ils se sont occupés de nous, du coup on fait pareil pour eux. C'est pour cela qu'on les garde dans la maison. On n'a aucune appréhension, aucune peur d'être hanté. Quand on dort, on a l'impression qu'ils sont avec nous, comme s'ils étaient encore en vie. À Reivavel, impossible pour l'instant d'envisager un cimetière communal. On cause un problème foncier qui bloque toute avancée. Alors on s'adapte, génération après génération, en créant des espaces funéraires à domicile. Henriette, elle, a décidé de prendre les devants. Sur sa terrasse, un petit caveau flambant neuf attend désormais les prochains défunts de la famille. Oui, depuis quelques moments qu'on a coulé la terrasse, j'ai demandé à mon mari de faire un caveau pour qu'on puisse enterrer notre famille. Pour ce caveau-là, on a pensé mettre 2 personnes. La première, ou le premier qui sera mort, on va enterrer là. Et après, on va couler le ciment pour tout couvert. Après, la deuxième personne, c'est là qu'on referme encore pour 2 bancs. Ici, dans cet écrin du Pacifique, la proximité entre les vivants et leurs disparus est une marque d'attachement. Enterrer ses proches auprès de soi, c'est une façon de les garder dans le quotidien. Et à moins d'y être contraint,
Les habitants de Reivavet entendent bien poursuivre cette coutume chez eux, au plus près de leur foyer. Les cimetières se sont illuminés hier soir à l'occasion du Tura Mar'a. À Pirey, comme partout au Fénois, les familles se sont réunies autour pour entretenir les tombes, déposer des bougies et partager un moment de recueillement. Cette tradition profondément ancrée dans la culture polynésienne conjugue respect, souvenir et communion. Chrétiens de différentes confessions, mais aussi familles non pratiquantes, tous étaient réunis pour honorer la mémoire des défunts. Et pour revenir sur la signification et la force symbolique de cette tradition, nous recevons ce soir le catéchita Hirofa Afatua de la Sainte Trinité de Pirey Yorana. Alors ce Tura Mar'a, c'est avant tout un moment de rassemblement familial et communautaire. Et en quoi est-ce que c'est particulièrement important ce jour de Toussaint? Alors, il est important dans la mesure où toutes les familles se retrouvent, bien sûr, pour vivre cette communion, mais aussi pour se rappeler que nous avons tous nos familles, tous nos anciens qui sont là et qu'il est important d'entretenir leur mémoire. On l'a vu sur les images, il y avait énormément de monde hier soir. Est-ce que cette tradition continue d'être transmise aux jeunes générations? Oui, bien sûr qu'elle continue à se transmettre et surtout il faut continuer à la transmettre pour qu'elle ne se perde pas. Parce que non seulement qu'elle est là pour réunir les familles et surtout les communautés, mais aussi nous continuons à perpétuer cette tradition de l'Église qui est là pour continuer à nous unir et à nous garder unis au sein de la communauté. Le 1er novembre, on célèbre la fête de tous les saints, tandis que le 2 novembre, donc aujourd'hui, c'est la fête des défunts. Quelle est la différence entre ces deux célébrations? Alors, il y a une très grande différence dans la mesure où la fête de tous les saints, comme on le dit, on célèbre les saints, des saints qui demeurent un exemple pour les chrétiens de par leur vie de foi, et donc qui nous encouragent à vivre notre foi chrétienne. Et elle est reliée à la fête d'aujourd'hui, du 2 novembre, qui est la commémoration des fidèles défunts, dans la mesure où, fort de cette espérance de tous les saints, que nous puissions nous aussi continuer à vivre cette espérance avec nos défunts à nous. C'est-à-dire que nous soyons sûrs, en tant que chrétiens, qu'après la mort, il y a une autre vie. Et c'est cette vie à laquelle nous prétendons tous vouloir pour nos défunts, bien sûr. Et pourquoi les avoir réunis en un jour? Alors, pourquoi les avoir réunis en un jour? Tout simplement, c'est une question pratique. C'est parce que le 1er novembre est un jour férié, alors que le 2, non. Exceptionnellement, ce week-end, c'est un week-end. Mais si ça tombe en semaine, beaucoup ne pourraient pas venir le 2 parce qu'ils sont au travail, quoi. Donc, pour une question pratique, on l'a reporté à la journée d'avant, qui est un jour férié. Une autre fête beaucoup moins religieuse cette fois, c'est Halloween. Quel regard porte l'Église sur cette célébration? Alors, Halloween reste Halloween. Maintenant, ce que nous pouvons dire et surtout constater aujourd'hui, c'est qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. L'Église ne vient pas s'opposer à cette fête, qui reste quand même une fête pour les enfants. Néanmoins, sa façon de le vivre et surtout d'habiller nos enfants, c'est-à-dire en petits diables, en fantômes, va à l'encontre quand même des principes de la foi catholique. Rappelons-le que notre foi, nous, repose sur un Dieu de vivant. C'est un Dieu qui est vivant et nous prions pour les vivants. Ce n'est pas un Dieu des morts. Donc, que nos enfants de foi chrétienne vivent cette festivité, même si elle est là folkloriquement, le fait qu'elle se répète chaque année risque de venir, je vais dire, embuer l'esprit de nos enfants. L'illumination des tombes se poursuivra dans les prochains jours, dans d'autres communes également. Comment s'organise la bénédiction des tombes? Quelles sont les étapes? Alors, pratiquement pour toutes les églises catholiques, c'est pas compliqué. Il y a tout d'abord une prière qui est dite. Et au cours de cette prière, il y a deux choses importantes. La première, c'est la lumière, que chaque famille va déposer sa bougie sur ses tombes. Et cette lumière, elle est allumée à la bougie pascale. Pourquoi la bougie pascale? Tout simplement parce que c'est la lumière de la résurrection, qui nous rappelle Pâques, qui est la mort et surtout la résurrection du Christ. Donc c'est la lumière de la résurrection. Et ensuite, il y a bien sûr la bénédiction des tombes, qui reste un moment fort, où les familles sont heureuses de voir qu'on vient s'occuper de leur famille en venant bénir les tombes, tout simplement. Merci beaucoup, Katekita Hirofa Afatua, d'avoir accepté notre invitation. Voyage au cœur de la terre des hommes. À présent, les marquises dévoilent une nouvelle fois leur art à travers leur 58e salon, vitrine d'un savoir-faire ancestral. Bois, pierre, os ou graines, toute la créativité de l'archipel s'expose au Parc Expo de Mamao jusqu'au 9 novembre. Thomas Chabrol s'est rendu sur place.
Le Salon des Marquises, un voyage au cœur du patrimoine, de la créativité et de la marquisienne. Au fil des allées, les tikis, les casse-têtes et autres créations, sculptées dans le bois, la pierre ou l'os se dévoilent. Des productions originales de chaque île. C'est comme tous les salons, il y en a qui font des créations, il y en a qui font des gros objets en pierre, comme par exemple derrière nous, là, l'île de Huapo, qui font des grosses pièces en pierre. À chaque salon, des pièces nouvelles sont présentées, des œuvres parfois plus imposantes. Ce sculpteur de Huapo travaille cette année la pierre. Il trouve son inspiration selon la forme de la roche. Quand tu vois la pierre au bord de la route, c'est la pierre qui me donne envie de tailler la pierre. Voilà. Et il y a des demandes là en ce moment. Voilà, comme le poisson là, qui est là, le grand là, j'ai vendu là. Le salon n'est pas qu'une exposition, des démonstrations et des animations sont au programme jusqu'au 9 novembre. La fédération Tetuuka Oteenua Enana continue son travail pour valoriser un patrimoine vivant. Les artisans échangent avec le public, partagent leur expérience et leur regard sur l'artisanat d'art. Karine confectionne avec finesse ses bouquets parfumés à partir de divers végétaux. On appelle le umuhe. Dedans, je mets la fleur de tiare, la menthe, la nette, les racines de vétiver qu'on a mis dans le curcuma, le ylang-ylang, basilic. Un parfum des Marquises qui rappelle l'attachement de ces artisans à leur archipel et à une identité forte. Direction La Réunion, à l'approche du Huratapeiru. L'heure est aux ultimes répétitions pour 15 danseuses qui s'apprêtent à vivre ce concours. Elles peaufinent les derniers détails de leur chorégraphie avant de s'envoler. Un défi artistique et culturel entre passion et fierté. Camille Chatillon les a rencontrées. Ensemble. Là, on va descendre direct, genou droit, gauche. Sous les directives de Poelava, les tout derniers détails de la chorégraphie sont en train d'être travaillés. C'est la première fois que ces 15 danseuses vont participer à un concours si prestigieux du Fénois. Pour moi, c'est le plus beau concours du monde de Ori Tahiti. Je rêve d'y assister en tant que spectatrice depuis que je suis toute petite. Et le fait là de pouvoir y participer en tant que danseuse, c'est plus qu'irréel et je suis vraiment trop contente. Ok, tenez-vous droit, regardez la caméra un peu que je vois. Et ce n'est que la deuxième fois qu'elle va prendre l'avion. Un voyage hautement symbolique. Je suis un peu stressée. Forcément, c'est beaucoup de stress parce qu'on va concourir contre d'autres pays, donc Hawaï, le Japon, le Mexique, etc. Mais pour moi, c'est une chance et je suis vraiment heureuse. Ok, c'est nickel comme ça. Au-delà de la participation au concours, toutes viennent chercher ce petit quelque chose en plus. C'est aussi pour rencontrer la culture. Enfin, on ne fait pas que participer à un concours, on va être en immersion aussi. On va prendre des cours avec des profs sur place, dont la famille de Poerava. Donc ça va être vraiment une immersion culturelle, donc on a vraiment hâte de partir. Mais à plus de 15 000 km de la Polynésie, pas facile de retrouver les mêmes conditions de préparation. Alors, il a fallu s'adapter. Pour ce concours-là, on a l'obligation d'avoir un orchestre, on ne peut pas danser sur une bande-son. Et nous, on a notre orchestre aussi ici. On sent que tu es contente de l'avoir à côté de toi quand même. Ce voyage qui est quand même un investissement, qu'il a fallu trouver un orchestre sur Tahiti. Et donc l'inconvénient qu'on a, c'est de ne pas l'avoir avant d'arriver à Tahiti et de ne pas s'entraîner avec eux. En attendant les 49 heures de voyage, il reste encore à la troupe la répétition avec costume avant de s'envoler vers Tahiti. C'est l'heure de notre rendez-vous sportif. Un week-end bien chargé, de la pétanque, du tennis de table, de la voile, du crossfit et même un point santé pour les accros du padel. C'est maintenant. C'est devenu en quelques années le plus grand rendez-vous de pétanque du Fénois. La Aitonui Cup revient cette année encore à Papara avec près de 700 boulistes venus de Polynésie et de l'étranger. Un tournoi au niveau relevé avec la présence de champions du monde, mais toujours dans une ambiance conviviale. Huanu Yatuahiva était sur place. Sur les terrains du boulodrome de Hotumaru à Papara, les carreaux s'enchaînent. Pour cette troisième édition de la Aitonui Cup, plus de 200 équipes s'affrontent pendant 4 jours en doublette, triplette et en tir de précision. Un tournoi devenu une véritable vitrine pour la pétanque tahitienne. Voilà, la Aitonui Cup, c'est un tournoi open, vraiment ouvert
à tout le monde, licenciés et non licenciés, et ouvert aux îles. Ah oui, ça plaît vraiment partout et c'est pour différents types d'âge. Et t'as pas besoin, tu peux affronter un champion du monde même en étant amateur. C'est le seul sport où tu pourras faire ça. Cette année encore, les champions du monde Philippe Quintet, Philippe Suchot, Stéphane Robineau et Dylan Rocher ont fait le déplacement pour se frotter aux meilleurs locaux et partager leur expérience. C'est vraiment un très très beau concours, il y a une très belle installation, les terrains sont très difficiles. C'est rare de trouver des terrains comme ça chez nous en France maintenant parce qu'il y a tellement de cailloux et tout, il faut vraiment être précis. Et je trouve que le niveau tahitien est très bon, hein. Honnêtement, c'est pas pour lancer des fleurs, mais il y a un très bon niveau, quoi. La Aitounui Cup met aussi en avant la diversité. 126 féminines étaient inscrites, prouvant que la pétanque est aussi un sport accessible à tous. Alors aujourd'hui, on est 42 équipes féminines. Les niveaux en femmes, ça va, hein, c'est prenable. Hein. Maintenant, c'est à nous de montrer sur le terrain. Hein. C'est comme pour tous les sports, hein. À chaque fois, comme on voit, c'est tout le temps les hommes qu'on met en avant, mais il y a aussi les femmes. Hein. Trio final. Au-delà de la difficulté des terrains et de la compétition, l'ambiance et la camaraderie est au rendez-vous, fidèle à l'esprit du Fénois. Pour nous, c'est un très grand plaisir et c'est un honneur de venir jouer contre eux. Je ne suis pas encore tombé dessus, Dylan et Suchot. Ça se pourrait tout à l'heure. Hein? On verra. Bien a dit, l'ambiance est bien organisée, mais les terrains pour jouer, c'est un terrain catastrophe, vraiment, je te dis. Suchot l'a carrément dit, c'est un terrain injouable, mais il faut le faire hein, pour gagner. Vraiment difficile. Du combat, il y en a eu pendant 4 jours. La doublette Kevin Bokahu et Dylan Rocher s'est imposée en finale contre la paire Philippe Quintet et Suchot sur le score de 13-10. À Tahiti, la pétanque ne cesse de grandir et promet déjà une prochaine édition encore plus relevée. Le tennis de table polynésien était à la fête ce week-end à Pirée avec le 3e Challenge Aito. 2 jours de compétition mêlant performance, partage et convivialité entre tournois individuels, double ludique et épreuves combinées. Les détails dans ce reportage. Raquette prête, balle en main, la concentration est là et la bonne humeur aussi. Le Challenge Aito a réuni ce week-end une trentaine de passionnés à la salle fédérale venus s'affronter lors de 2 journées placées sous le signe du sport et du plaisir de jouer. Ça a commencé hier à 9h jusqu'à 18h et aujourd'hui on compte aller jusqu'à 17h. Le samedi, ça allait être une compétition, on va dire, fun toujours, hein, mais en open, en intermédiaire, débutants et vétérans. Et aujourd'hui, on a donc fait encore plus convivial, c'est-à-dire qu'on a regroupé 2 autres disciplines au tennis de table. Il y a les fléchettes, pétanque et tennis de table. Une formule originale pensée pour casser la routine et ouvrir le tennis de table à un public plus large. Entre 2 échanges à la table, certains en profitent pour viser juste aux fléchettes ou pointer à la pétanque. Un esprit bon enfant, mais sans négliger la performance. Juste pour le fun, hein, autant que mère au foyer, à la maison, hein, par moment, ça manque un petit peu de sortie de la maison. Mais je me suis fait plaisir aujourd'hui de venir grâce à le papa de ma fille. Il y a beaucoup de variétés que moi, autant que participante et débutante, je suis tellement fière et contente de participer avec les jeunes aujourd'hui. Moi, je viens de Réater. Mon club est à Réater, je suis du club DCA. C'est différent quand on fait éventuellement les compétitions, pures compétitions où le stress est au top. Là, on arrive à vraiment faire la part et s'amuser. On se fait vraiment plaisir. La journée du dimanche se transforme vite en mini-festival sportif, musique d'ambiance, encouragement et rire entre les points. Les organisateurs, eux, se réjouissent du succès de cette 3e édition. Alors, ce qu'on cherchait à faire, surtout, c'était de promouvoir le tennis de table, surtout en Polynésie. C'était de pouvoir faire participer un maximum de personnes et surtout de s'amuser, en fait, de montrer que dans le tennis de table, on peut faire d'autres disciplines dans un événement comme ça. Entre échanges serrés, lancers précis et fou rire, le Challenge Aito a trouvé la recette idéale, du sport, du fun et une bonne dose de partage. Côté résultat, Harry Pambrun s'est imposé dans la catégorie Open en individuel. Mer agitée, voile tendu, le vent a soufflé fort cette semaine dans la baie de Mantaré. Les multicoques ont filé à toute allure pour le premier championnat du Pacifique de multicoques. 4 jours de régates intenses, ce rendez-vous inédit a réuni 30 navigateurs venus de Tahiti, Nouvelle-Calédonie ou encore des îles Cook. Retour sur cet événement. Sur l'eau, les équipages sont en pleine bataille avec le vent.
Les manœuvres s'enchaînent sous plus de 30 km/h de rafale. À ce niveau, le moindre déséquilibre peut faire perdre de précieuses places. Il y a un très bon niveau global. Voilà, et puis ça permet aussi à des anciens qui n'ont pas navigué depuis longtemps de revenir un peu sur des compétitions. Donc ouais, on est assez content de naviguer contre les Tahitiens et les îles Cook aussi qui ont fait le déplacement. Pour nous ça se passe bien pour le moment, on est en tête et il y a une belle bataille avec le deuxième et puis avec les autres de la flotte. Il y a des bonnes conditions, on est assez lourd, il y a beaucoup de vent donc ça nous favorise quand même. Et voilà, on prend beaucoup de plaisir, on s'amuse bien, c'est très bien organisé. Sur la baie, la course vire au duel de précision et d'endurance pour les plus jeunes comme Manoa, 17 ans. C'est un apprentissage grandeur nature. Ah, c'est compliqué, hein. Comme vous pouvez le voir, le vent il est hyper fort. Avec mon coéquipier, on est carrément léger, du coup c'est compliqué. Ah ouais, ils sont puissants, hein. Les Calédoniens surtout, ils sont très expérimentés. Surtout dans le vent fort, ils tiennent bien, ils sont forts. Et aussi, ils ont un bon gabarit, du coup ça les avantage beaucoup. Au fil des manches, les conditions musclées ont fait la différence. Les Néo-Calédoniens s'imposent avec maîtrise dans la catégorie reine, le Hobie 4 16. Chez les Hobie Dragons, la victoire revient à l'équipage des îles Cook devant les jeunes Tahitiens Kylian Lo et Tamatoa Kolas. Avec du vent plein les voiles, la baie de Matavai a prouvé qu'elle pouvait accueillir le haut niveau pour les Jeux du Pacifique 2027. Et ça s'est passé ce week-end à Whareroute. Les passionnés de CrossFit avaient rendez-vous pour la deuxième édition des Throwdown GOAT. Une compétition 100% fénois qui a rassemblé 72 athlètes répartis en équipes de 3, tous fidèles à la discipline portée par l'énergie du groupe et l'envie de se dépasser. Et on revit ces moments dans ce rendez-vous musclé. À Whareroute, ça transpire, ça crie, ça pousse. L'intensité de la compétition suivie ici, à chaque mouvement. Les Throwdown GOAT, c'est la grande messe du CrossFit Made in Fénois. 2 catégories, 5 épreuves et une même énergie. Course, saut, traction, halter, airbike. Les athlètes enchaînent les défis du matin au coucher du soleil sans jamais baisser le rythme. Le but, c'est de fédérer un maximum de sportifs de Tahiti, de la Polynésie, pratiquant du CrossFit, du cross-training. Et c'est de s'amuser, de faire du sport, de bouger, d'être en bonne santé. Les WODs s'enchaînent, le chrono tourne, la tension monte. Pour beaucoup d'athlètes, c'est un passage obligé pour jauger leur niveau avant les grands rendez-vous à venir. Voilà, l'objectif premier n'est pas celui-là. Après, de participer à celui-là, ça montre un peu notre niveau, tu vois, juste pour calculer un peu le niveau. Cette année, on a plusieurs compétitions en vue. Ce fait du mois, on partira sur la Nouvelle-Zélande. Après, l'année prochaine, on va pour les Wodapalooza. Les visages se crispent, les muscles brûlent, mais personne ne lâche. Parmi les favoris, une équipe solide, Hinata Montebello, Gonzalo Del Rio et leur coéquipier Putoru Nanaya, habitués à s'entraîner ensemble. Entre eux, la cohésion est instinctive, fruit d'un travail d'équipe bien rodé. Ouais, plutôt pas mal, avec, vu qu'on s'entraîne souvent ensemble, c'est qu'on est bien. Donc je pense qu'il y a moyen de gagner cet événement. Bon pronostic, l'équipe Traincult s'impose dans la catégorie RX et derrière les performances, une vraie communauté se renforce. Les Throwdown GOAT s'imposent déjà comme un rendez-vous incontournable du CrossFit polynésien. Le paddle séduit de plus en plus de joueurs, mais attention aux blessures. À force de répéter les mêmes gestes, certains ressentent douleurs et gênes. Nous avons rencontré un patient en pleine rééducation et un spécialiste qui nous explique tout. Reportage. C'est un mal discret, mais tenace. À force de frapper dans la balle, certains joueurs de padel développent une douleur persistante au coude. Une inflammation des tendons, plus connue sous le nom de tennis elbow. Là, on est en train de soigner une douleur qui est une tendinopathie au niveau des extenseurs du poignet, donc une douleur au niveau du coude. C'est une pathologie qui arrive assez fréquemment au niveau du padel parce qu'on va venir donc solliciter les mouvements donc au niveau du poignet. Et vu que le padel est une pratique qui est en vogue avec beaucoup de nouveaux adhérents, bien souvent donc les personnes vont pouvoir développer une surcompensation à ce niveau-là et donc créer des tendinopathies. Le geste semble anodin, mais répété trop souvent sans préparation, il devient risqué. La douleur peut même s'étendre aux bras, voire empêcher les gestes du quotidien. Un exemple, par exemple,
prendre une agrafeuse quand j'ai vraiment mal, quand prendre une agrafeuse j'ai mal, et pour agrafer en fait la pression pour agrafer, ça me fait mal aussi. Alors comment éviter d'en arriver là? Le secret, ne pas brûler les étapes. Donc ne pas commencer trop vite, trop fort. Bien souvent on a tendance à vouloir, vu que ça nous plaît, à faire des séances plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Et donc peut-être commencer progressivement et pour pouvoir atteindre ce palier-là. Ensuite de pouvoir bien s'échauffer et aussi travailler donc le renforcement musculaire et la mobilité au niveau du poignet et en particulier de tout le membre supérieur. Dans ce cabinet, René suit une rééducation complète. Ponctuation sèche, à ne pas confondre avec de l'acupuncture, puis renforcement et exercice ciblé. Objectif, remettre les tendons au travail en douceur. Là, ça fait 2 semaines. Ouais, je sens que ça travaille et ça va beaucoup mieux déjà. Le tennis elbow n'est pas une fatalité, mais il rappelle que même un sport fun et accessible peut provoquer de vraies blessures. Et qu'avant de jouer, il faut préparer son corps. Renforcement, échauffement, patience, des gestes simples mais essentiels pour éviter la blessure. Et pour finir, tour d'horizon des rendez-vous sportifs à venir. Ce samedi 8 novembre, place au Mémorial Fénois-Haïti, une compétition de grappling à Mahina dans la salle Christian Helm. Toujours samedi, les adeptes de puissance se retrouveront à Punarou pour la dernière journée des sélectives de force athlétique. Et pour les amateurs de vitesse, direction la piste de FIP pour la 3e manche du Triple Crown BMX, de quoi combler tous les passionnés de sport ce week-end. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite votre émission Bien dans son forêt qui vous fera découvrir des chalets du côté de la Presqu'île. Et juste après, Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Demain, Sophie Guébel assurera la présentation de votre JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et une belle semaine. Et quant à nous, on se laisse porter par les meilleures images sportives du week-end. Bonne soirée à tous.